Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a de plus en plus d'abonnés, de gens qui commentent et qui likent mes vidéos. Ça me motive vraiment à continuer à en faire, à continuer à partager mes expériences et ma vision de différents sujets. Alors merci beaucoup pour le soutien et l'intérêt que vous me portez. Ça me touche vraiment. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie d'aborder le sujet du LSD et de vous raconter en fait la première année où j'ai été en contact avec le LSD, qui remonte maintenant il y a une quinzaine d'années, j'avais 19 ou 20 ans, je ne me rappelle pas précisément. Et c'est une année qui a été assez charnière pour moi, parce qu'à l'époque, je pense, j'étais réellement au plus bas de ce que j'ai pu être quasiment. Je me scarifiais beaucoup, j'avais des envies suicidaires. J'étais plus à l'école, j'avais pas de travail à ce moment-là, j'étais très isolé, simplement, enfermé sur moi-même et je tournais comme ça dans ma noirceur. Et au moment où j'ai eu l'occasion de prendre du LSD pour la première fois, ça m'a vraiment permis, je pense, de briser ce cercle d'une certaine manière, de voir qu'il y avait un monde possible en dehors de cette noirceur dans laquelle je m'étais enfermé. Et je vais vous raconter ce processus parce que je pense que c'est assez intéressant de voir la manière dont on peut vivre différentes expériences, ce qu'elles peuvent nous apporter, les moments difficiles comme des bad trips, d'autres plus positifs. Et vraiment en fait essayer de vous montrer ce qu'a été pour moi la découverte des psychédéliques, ce que ça m'a apporté et les difficultés aussi auxquelles ça m'a confronté. Et peut-être que ça résonnera avec certains d'entre vous et vous permettra à vous-même de comprendre des choses sur vos fonctionnements. Les toutes premières fois où j'ai pris du LSD, c'était avec des amis, 2 ou 3, je ne me rappelle pas précisément. Et ça m'a pas particulièrement marqué déjà, c'était des doses assez faibles. Je sais pas précisément la dose, mais à mon avis, c'était autour des 100 microgrammes environ. Et le fait de l'avoir pris en groupe, bah oui, on avait bien rigolé, on avait eu un peu des allus légères, des choses comme ça, mais vraiment rien de marquant. C'était plus, à l'époque, c'était une époque aussi où je buvais beaucoup d'alcool. Et au final, pour moi, ça avait été un peu comme une soirée où on s'était bourré la gueule, ça m'avait pas transcendé. Et pendant quelques temps, en fait, j'étais dépendant d'un ami pour avoir du LSD. Et il en avait pas non plus beaucoup, du coup j'étais limité à des doses assez faibles et souvent on le prenait en groupe. Et j'étais pas encore rentré dans un processus de travail sur moi-même à travers ça. Mais en tout cas, ça avait déjà suffi à ouvrir ma curiosité par rapport à ce sujet. Et assez rapidement, je me suis débrouillé pour m'en procurer par moi-même, pour plus avoir ce rapport de dépendance. Et aussi pour pouvoir prendre des doses un peu plus élevées, ce qui m'intéressait vraiment. Et à partir du moment où j'ai eu ma propre réserve que je pouvais utiliser comme je voulais, je suis rentré dans un processus d'exploration où j'ai voulu un peu aller tester mes limites, on va dire. Voir jusqu'à où je pouvais sortir de mon rapport au monde. Et c'était un rapport au monde qui était tellement négatif que j'avais pas la peur de devenir fou, de mourir ou quoi que ce soit, parce qu'honnêtement, j'étais persuadé que je me tuerais dans les 2 ans. Alors, je suis plus parti en mode autant essayer, on verra ce que ça amène. Et là, ce que j'ai fait, c'est que d'abord j'ai pris 200 microgrammes, qui c'est pas un trip qui m'a marqué, honnêtement, je m'en rappelle même pas. Je pourrais pas vous dire ce que c'est. Après, j'ai pris 300 un mois plus tard. Je crois que c'est la première fois où vraiment j'ai eu une hallucination visuelle forte. C'est à l'époque, j'avais la copie d'un tableau de Renoir dans mon salon. Et j'ai regardé ce tableau et j'ai vu la femme se transformer en loup. Son visage vraiment se transformer en loup et me regarder. Et à ce moment-là,
j'avais pas fait le lien. J'ai fait le lien dernièrement en y repensant. Que c'est intéressant parce que toute ma vie, j'ai eu une blessure vraiment par rapport au féminin, par rapport aux femmes. Et je pense que ma première hallucination ait été une femme qui se transforme en loup n'est pas anodin dans le rapport que je pouvais avoir au féminin à cette époque. Mes blessures, ce genre de choses. Mais sur le moment, ça m'avait pas marqué pour cette raison. Ça m'avait marqué parce que je m'étais dit qu'en fait, je me suis dit pour la première fois de ma vie que vraiment on pouvait absolument pas faire confiance à nos sens. Que si une substance peut changer notre réalité à ce point-là, c'est vraiment que notre réalité est la nôtre. Que nos perceptions du monde extérieur sont uniquement les nôtres, filtrées par nos filtres, et que ces filtres peuvent être radicalement changés par une substance, et que même sans substance, en fait, on n'a pas forcément conscience d'à quel point nos filtres peuvent être en décalage avec la réalité. Et déjà de comprendre ça, ça m'avait ouvert une porte sur le fait que, ah oui, mon monde n'est pas forcément le monde. Après, à l'époque, j'étais pas trop encore dans la spiritualité, même pas du tout. C'était un sujet que je trouvais un peu ridicule. J'étais plutôt dans la philosophie un peu plus terre à terre, on dira. J'aimais beaucoup Nietzsche, Stirner, principalement, Kropotkin, les poètes, Rilke. Enfin, j'étais plus dans une vibe... j'avais pas encore cette notion vraiment de... Comment dire? Ça m'avait donné l'intuition qu'il y avait plus que ce qu'on pouvait voir, mais j'avais pas encore les outils, les connaissances, les sagesses qui me permettaient de vraiment de comprendre jusqu'à où pouvait aller cette intuition. Par contre, ça m'a donné envie de continuer à explorer justement pour voir les limites de cette réalité, à quel point on pouvait distordre notre réalité, à quel point on pouvait en sortir, et à quel point aussi les effets de distorsion qu'on pouvait vivre pendant un trip pouvaient nous permettre après d'interagir de manière différente avec la réalité dans notre vie de tous les jours. Du coup, après avoir appris ça, je me suis dit, allez, là on y va, on va augmenter les doses tous les mois jusqu'à que ce soit trop. Juste en fait, aller voir ma limite, aller voir jusqu'à où je peux aller dans les doses et simplement se laisser porter par le courant. Du coup, après ça, j'ai décidé de doubler directement, je suis passé de 300 microgrammes à 600 microgrammes. Et pour donner un contexte, une dose normale, je dirais, c'est entre 100 et 200 microgrammes. Du coup, 600 microgrammes, ça commence quand même à devenir une dose assez forte. Et au fil du temps, c'est d'ailleurs devenu ma dose préférée, 600 microgrammes. Et là, dans ce trip, aussi le fait de savoir que j'en avais de manière plus ou moins illimitée, je me suis permis d'explorer en fait plein de choses différentes, de même des choses très banales, juste pour voir en fait toutes les situations de ma vie à travers un prisme différent et par curiosité en fait. J'ai vraiment eu envie d'expérimenter toutes les situations de ma vie sous LSD pour voir à quel point elles pouvaient être différentes de l'impression que j'en avais en temps normal. Et même des choses aussi banales que faire la vaisselle, hein. J'étais curieux. Et là, en l'occurrence, j'ai décidé de regarder un documentaire animalier. Je me rappelle plus du nom du documentaire, mais c'était un documentaire qui retraçait les différents écosystèmes maritimes dans les Caraïbes, dans le Nord, les grandes profondeurs, les eaux douces. Enfin, c'était vraiment un tour des écosystèmes maritimes qui normalement était commenté par quelqu'un avec des explications. Moi, j'avais décidé de juste mettre le documentaire, les images, de couper le son et de mettre de la musique à moi par-dessus. Pour plus être moins dans le côté intellectuel, mais plus dans le côté ressentir ce que je voyais à travers ces images. Et c'est un trip qui m'a beaucoup marqué parce que, en fait, en regardant ce documentaire pour la première fois, j'ai vraiment ressenti
à quel point tout était interconnecté, à quel point les différentes espèces interagissaient les unes avec les autres, dépendaient les unes des autres, à quel point l'environnement affectait les différentes espèces. Par exemple, j'ai souvenir, ça m'avait vraiment beaucoup marqué quand ils avaient été voir dans les grandes profondeurs où il n'y a plus du tout de lumière et à quel point en fait la vie était en mode survie et l'entièreté de l'énergie des poissons à ces profondeurs était dirigée vers le fait de survivre et de trouver à manger. Alors qu'après, quand ils ont été dans les écosystèmes plus Caraïbes ou comme ça, on voyait vraiment cette explosion de couleurs, cette explosion de vie, d'énergie qui se permet d'être utilisée à d'autres fins que juste la survie. Et moi, ça avait beaucoup résonné avec moi parce que je m'étais dit, vraiment, moi, je suis dans un mode de fonctionnement où c'est juste la survie. Alors que j'étais pas en mode survie financière, hein. J'étais pas en mode survie, je suis dans une zone de guerre ou comme ça. Mais j'étais juste tellement dépressif et tellement déconnecté du monde en fait, que j'étais déconnecté de ma force, j'étais déconnecté de mon envie de vivre presque. Enfin pas presque, carrément. Je m'étais vraiment identifié avec ces poissons au fond de l'océan. Mais le fait de voir cet ensemble global, ça m'avait donné un sentiment d'écosystème qui n'était pas complètement déconnecté de moi en fait. Pour la première fois, ça m'avait donné ce sentiment de participer à cet écosystème planétaire, d'en faire vraiment partie, de pas juste être complètement déconnecté du tout, et de reconnaître des patterns entre la nature, entre la biodiversité et l'humain. Et je pense, moi, ça m'a beaucoup aidé à me reconnecter à la nature, d'avoir vu ce documentaire sous 600 microgrammes de LSD. Et d'ailleurs, à la même période, j'avais aussi pris plusieurs fois du LSD pour aller me balader dans les bois ou aller au bord du lac. Et là aussi, ça m'avait vraiment amené à me dire, en fait, la nature est belle. C'est juste que je m'en rendais pas compte par le passé. J'étais trop enfermé dans moi-même pour me rendre compte à quel point la nature était belle. Et le premier vraiment gros apport qu'a eu le LSD dans ma vie, c'est de m'avoir montré la nature sous un angle nouveau, m'avoir montré qu'elle était belle, m'avoir montré que j'en faisais partie, que même dans les situations où la nature peut paraître abrupte, dure, comme simplement les prédateurs, les requins qui mangeaient les autres poissons. À un moment, il y avait une baleine qui était décédée, elle avait coulé au fond de l'océan, et après il montrait qu'en fait, cette baleine qui coulait au fond de l'océan, c'était une sorte de corne d'abondance inattendue pour tous les animaux qui vivaient au fond de l'océan à ce moment-là, parce que c'était une masse énorme de nourriture qui arrivait. Et je sais pas, ça m'avait vraiment montré ce côté, le cycle de la vie, de la mort, de la souffrance, et ça m'avait vraiment permis en fait de me dire que ma vie, ma souffrance faisait aussi partie d'un cycle. Ça avait été assez positif pour moi. C'est un peu la première fois où j'ai regagné espoir, je dirais, par rapport à ma vie, par rapport à ma situation. Après ça, je me suis dit, 600 microgrammes c'était cool, mais je m'étais senti encore assez en contrôle. Du coup, je me suis dit, je vais passer directement à 900 microgrammes. Ce qui là commence à être vraiment des doses très élevées. Et l'expérience que j'en ai eue, j'ai pris une seule fois 900 microgrammes de ma vie. J'ai jamais repris par la suite. J'ai repris souvent 600, mais j'ai jamais repris 900. Et cette expérience avec 900 microgrammes, en fait, c'est la première fois où j'ai senti que c'était trop pour moi. Que j'arrivais plus vraiment à en tirer des bénéfices parce que c'était juste mon cerveau était en PLS complet, il comprenait plus rien. Je me rappelle, j'ai eu l'expérience, par exemple, à un moment, d'avoir l'impression comme s'il y avait un switch dans ma tête, un interrupteur, et quelqu'un avait appuyé dessus et mon cerveau
s'était arrêté. J'étais assis comme ça dans mon lit, je me rappelle, je suis tombé sur le matelas et j'avais vraiment eu l'impression que mon cerveau s'était arrêté pendant une période de temps. Et ça m'avait fait un peu peur. Après, je m'étais dit au pire, voilà, mais ça c'est aussi justement ce côté où j'étais tellement déconnecté de mon envie de vivre que peu importe ce qui m'arrivait, au final je le prenais pas au tragique. Mais ça m'avait quand même fait un peu peur sur le moment. Et aussi, pendant ce trip, j'avais ressenti à un moment que j'avais oublié de respirer en fait. Qu'il fallait que je respire consciemment parce que inconsciemment, je ne le faisais plus. En tout cas pendant quelques secondes. Et il y a vraiment un moment où je me suis dit, ah là, il faut que tu respires, sinon tu vas mourir. En fait, tu le fais pas inconsciemment, alors il faut que tu commences à le faire consciemment. Ce qui avait aussi été assez apeurant. Après, j'avais mis de la musique. Je me rappelle pas précisément ce que c'était de mémoire, c'était Norah Jones. Et, et en fait, plus elle chantait, plus la musique prenait du rythme, et plus je sentais mon cœur dans ma poitrine battre de plus en plus vite, et j'avais vraiment l'impression d'être comme si j'étais accroché à cette musique et qu'elle m'obligeait à aller dans des énergies de plus en plus hautes, de plus en plus fortes, et ça devenait trop. À un moment, j'avais l'impression mon cœur s'emballait, qu'il allait presque lâcher, c'était vraiment trop. Du coup, j'ai décidé d'arrêter la musique. Une fois que j'ai éteint la musique, j'ai très rapidement eu l'impression qu'il y avait toujours de la musique, en fait, une sorte d'électro un peu bizarre, avec des bruits un peu noise, enfin. Mais vraiment très fort. J'avais pas l'impression d'être dans un silence, alors que réellement j'étais dans un silence complet. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au moment où je me suis dit, non, là, cette musique, vraiment, elle est bizarre, je vais l'éteindre. Et j'ai regardé mon ordinateur et j'ai vu qu'il n'y avait pas de musique, en fait. Et c'était juste des hallucinations auditives qui me faisaient croire qu'il y avait une sorte de musique électro un peu dark, comme ça. Et ça aussi, ça m'a pas mal marqué, le fait de me rendre compte à quel point je percevais le silence comme une symphonie de sons bizarres, étranges. Et là aussi, ça a encore plus appuyé vraiment à quel point nos sens ne sont pas fiables en fait. On a tendance à les croire fiables parce que ils sont cohérents au fil du temps. Du coup, vu qu'ils nous renvoient quelque chose de cohérent, on y fait confiance. Mais dans les moments en fait où ils fonctionnent différemment à cause de substances ou à cause de méditation ou peu importe, on se rend compte en fait vraiment que c'est juste des filtres et que consciemment on n'a aucun moyen de savoir si ce filtre est juste ou non. On le reçoit simplement. C'est vraiment ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Avant ça aussi, j'ai oublié d'en parler, mais ça m'avait beaucoup marqué. C'est qu'en général, une montée de LSD, en tout cas pour moi, ça va mettre 1 heure et demie environ à monter pour commencer à avoir vraiment des effets. Les effets les plus forts vont avoir lieu peut-être 4 heures après avoir pris. Et après, ça commence tranquillement à redescendre jusqu'à durer une douzaine d'heures. Et là, à un moment, j'avais déjà les effets vraiment les plus forts que j'avais jamais eu de ma vie. Et dans ma tête, je m'étais dit, oula, ça doit faire au moins 4 heures que j'ai pris, là, je dois être au niveau du pic du trip. Et j'ai regardé mon téléphone et ça faisait genre 1 heure et demie que j'avais pris. Du coup, j'étais au début de la montée et j'avais déjà les effets les plus forts que j'avais eu de ma vie. Et quand j'ai vu ça, en fait, vraiment mon cerveau il a pas compris. C'est à ce moment-là où j'ai eu le switch, où j'ai l'impression que quelqu'un appuyait sur un bouton et que j'étais tombé. En fait, c'était dû au fait que la temporalité ne faisait plus aucun sens pour moi. Que j'avais l'impression d'avoir vécu déjà 4 heures de trip alors que ça faisait peut-être une demi-heure que la montée était en train de monter. Et en fait, ce trip pour moi, il m'a vraiment montré à quel point on peut se perdre. Mais je dirais qu'au final, j'ai pas appris grand chose de ce trip parce qu'il était trop fort, il a été trop loin.
il m'a juste montré en fait les limites de mes sens et ce qui se passait quand j'en perdais complètement le contrôle. Du coup, je pense en soi, ça a dû être intéressant, mais c'est pas un trip vraiment qui m'a amené à avoir des changements dans ma vie par la suite. À part peut-être le changement de plus jamais reprendre des doses aussi fortes. Et à l'époque, j'avais écrit un poème en sortie le lendemain, je crois, pour essayer d'un peu exprimer mon ressenti par rapport à ça. 300, 600, 900. L'une après l'autre, visiter mes contrées, mon moi dissipé. Des chants me charment. Un grappin dans la bouche, fermement ferré, devenu serpent d'esbrouf, me tordant sur mon lit. Au battement de ma poitrine inféodée, cavalcade effrénée, j'étouffe. Jalouse est mon âme de mon cœur, trop de solitude les écœure. Entendre le silence comme 1000 symphonies, implorer l'aphonie, remplacer la lame par la drogue, la larme par l'opprobre, l'espoir, le désordre. Les désirs m'abordent, mes souvenirs les dérobent, écrire mes penchants pour le dissolvant, vouloir être mort et vivant, dérivé sous le vent. Donc au début 300-600, c'est les 3 fois où j'ai monté les doses. D'une après l'autre, visiter mes contrées, mon moi dissipé, c'est ce processus de visiter ce que je suis à travers les psychédéliques. Des chants me charment, un grappin dans la bouche, fermement ferré. Pour moi, ça représente ce moment où j'écoutais la musique et j'avais l'impression d'être complètement pris par elle, que son rythme prenait le contrôle sur moi et m'amenait vers quelque chose un peu comme un poisson ferré à un hameçon. Devenu serpent d'esbrouf, me tordant sur mon lit, au battement de ma poitrine inféodée, cavalcade effrénée, j'étouffe. Pour moi, c'était vraiment ce côté où, à ce moment-là, la musique était beaucoup trop et je sentais, je me voyais un peu comme un serpent sur mon lit qui s'agitait dans tous les sens pour essayer de survivre à ce moment d'une certaine manière. Avec cette poitrine, ce cœur qui battait de plus en plus fort et qui était comme une cavalcade de cheval. Jalouse est mon âme de mon cœur, trop de solitude les écœure. Ça, je me rappelle pas précisément à quelle partie du trip c'était lié, mais ça rejoint tout à fait mon état à cette époque. C'est que j'étais vraiment dans une noirceur, un écœurement de la vie. Et je pense que ce trip avait dû faire ressortir ce sentiment d'écœurement. Je sais aussi à l'époque, je me scarifiais régulièrement et je dormais dans une mansarde sous le toit. Et les murs étaient lambrissés, le plafond était lambrissé. Et peint couleur saumon. Et le lambris, il a des rayures du coup, tous les 10 cm, qui sont les emboîtements du lambris. Et je sais qu'à cette époque, je voyais régulièrement ces rayures comme des coupures en fait, avec du sang qui coulait. Et cette couleur saumon comme de la peau, du coup j'étais dans mon lit et je regardais les murs, le plafond et c'est comme si je voyais des scarifications avec du sang qui coule sur les murs et le plafond. Et je pense que ça ramenait vraiment, ça faisait ressortir en moi ce sentiment de mal-être, de souffrance. Même si pour moi, voir comme ça des coupures, j'avoue, c'était plus... je me sentais un peu à la maison, ça me faisait pas peur. Ça me confrontait au fait que mon univers était la souffrance, était la scarification, l'envie de mourir. Et je pense que c'est un peu ce que j'ai essayé d'exprimer à travers ce passage. Entendre le silence comme 1000 symphonies, implorer l'aphonie, ça rejoint ce dont j'ai parlé avant, en fait, d'entendre le silence comme une sorte d'électro bizarre et de même pas m'en rendre compte au début. Et en fait que même le silence était trop pour moi à ce moment-là. J'avais envie de calme, j'avais envie de vide, d'être paisible. Et en fait même le silence me paraissait comme une symphonie, d'où implorer l'aphonie. Remplacer la lame par la drogue, la larme par l'opprobre, l'espoir, le désordre.
Bah, pour moi, c'est qu'à cette époque de ma vie, je pense que j'ai essayé de remplacer ce mal-être de scarification par les drogues, ce qui a plus ou moins marché. J'ai pas arrêté de me scarifier à cette époque-là, mais j'ai commencé à m'en éloigner en tout cas, en partie. Et je pense que je cherchais la même chose à travers les psychédéliques qu'à travers la scarification. C'était en fait de me sentir vivant, d'essayer de toucher une part de moi qui avait envie de vivre, qui avait envie de ressentir. Et au final, la douleur jouait ce rôle pour moi dans la scarification, ça me faisait me sentir vivant. Et je pense que le côté extrême de mes expériences psychédéliques à cette période me donnait le même sentiment. C'est aussi un peu ce que j'avais ressenti avec les poissons, c'est de voir que je faisais partie de la vie en fait. Des désirs m'abordent, mes souvenirs les dérobent. Ça, je pense pour moi, c'est lié au fait que dans ces sentiments où je me sentais vivant, où je me sentais plus connecté à quelque chose, j'avais envie justement de découvrir plus, d'aller plus vers la vie. Mais j'étais tellement enfermé dans mon mode de fonctionnement où ça faisait des années j'étais dans le noir, la souffrance, que c'est comme si mon passé m'empêchait de vivre un avenir différent. Et ça, je pense, c'est quelque chose d'assez global qu'on vit tous. C'est qu'on a vraiment tendance à laisser notre passé influencer le potentiel de notre avenir. Et ça, je l'avais vraiment ressenti durant ce trip. Alors qu'au final, le passé est passé et l'avenir est une page blanche à écrire. Les deux ne sont pas autant liés qu'on a tendance à le penser. Écrire mes penchants pour le dissolvant, vouloir être mort et vivant, dérivé sous le vent. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu tendance à rechercher. C'est le dissolvant, me dissoudre. Que ce soit à travers les psychédéliques ou à l'époque où je buvais beaucoup d'alcool. Moi, je sais, je buvais de l'alcool simplement pour m'oublier moi-même. Il y avait vraiment ce côté de dissoudre mon ego, dissoudre mes pensées. Et le processus était le même à l'époque avec les psychédéliques. C'était en fait essayer de détruire cette version de moi-même qui me faisait du mal. J'étais pas encore dans un processus de reconstruction, mais j'avais besoin d'atténuer la douleur, d'atténuer la souffrance pour pouvoir en fait simplement avoir envie de vivre et éviter le suicide, je pense. Vouloir être mort et vivant, dérivé sous le vent, pour moi c'était vraiment ça. C'est qu'à la fois j'avais envie de me dissoudre, de mourir d'une certaine manière, mais il y avait aussi cette volonté de vivre et de rechercher en fait cette forme de force de vie qui pouvait être en moi à travers cette dissolution. C'est au final quelque chose qu'on retrouve vraiment dans l'alchimie, c'est qu'on a le droit on a besoin de dissoudre quelque chose pour pouvoir le transformer, un peu comme la chenille qui a besoin de se dissoudre dans son cocon avant de devenir un papillon. Et pour moi, j'étais encore trop identifié à mon ego à l'époque pour me rendre compte qu'on pouvait juste dissoudre son ego pour renaître différent. Il y avait encore une certaine volonté de mort, même de mort physique en moi. Mais à la fois, il y avait quand même cette envie de renaître, de vie. Et c'est un peu ce que j'ai essayé d'exprimer à travers ce poème. Alors, voilà pour ce trip. Je pense qu'il a eu lieu peut-être 6 mois après ma découverte du LSD. Et après ce trip, je me suis dit, bon, j'arrête de vouloir apprendre plus. Et je me suis senti assez mal en fait. C'est un trip qui m'a pas vraiment fait du bien. Je pense qu'on pourrait le qualifier de bad trip. Je l'ai pas tellement vécu comme tel parce que j'étais déjà tellement dans ma noirceur, dans mon envie de mourir qu'honnêtement, c'est pas comme si j'étais confronté à des choses nouvelles en fait. Je pense souvent les gens qui ont un bad trip, ils vont mal le vivre parce qu'ils vont être confrontés à une partie d'eux-mêmes qu'ils ne connaissent pas en fait. Ou alors qu'ils ont enterré tellement profond que le moment où elle ressort, ça leur fait peur.
Et moi, j'avais pas ça parce qu'au contraire, j'étais beaucoup trop dans ma souffrance déjà en temps normal. Que le fait d'y être confronté sous LSD, ça a pas été une expérience traumatisante. Par contre, ce qui a été dur à vivre, c'est aussi la première fois où j'ai vomi sous LSD. Euh, Où vraiment j'ai senti que corporellement c'était trop. Au niveau des sens, c'était trop. De l'auditif, du visuel, à un moment j'avais vraiment l'entièreté de ma vision qui était défractale, je voyais même plus ma pièce. Et je dirais ça a été un bad trip dans le sens où c'était trop. J'ai, j'ai même pas pu vraiment intégrer ce qu'il y avait à intégrer de l'expérience. J'étais juste perdu. Mais c'est vrai que c'est des expériences qui peuvent être assez dures à vivre, surtout pour les gens qui ont peur de perdre le contrôle aussi. Arriver dans une telle perte de contrôle, ça peut faire peur, et plus on rentre dans la peur, plus on va s'enfermer dans un processus en fait désagréable. Ça, c'était en hiver de mémoire. Et peut-être un mois ou deux plus tard, j'avais décidé de faire une petite pause de LSD après cette expérience parce que ça avait vraiment été trop. Et je pense que j'ai pas pris de LSD pendant un mois et demi, 2 mois environ après ça. Mais c'est une période où vraiment j'allais de plus en plus mal, je pensais de plus en plus au suicide. Euh, je me coupais de manière journalière, enfin j'étais vraiment dans un processus assez négatif. Et à un moment, au début du printemps, il y a le soleil qui est revenu, il commençait à faire beau. Et j'étais pas bien depuis plusieurs jours, du coup je me suis dit, ah, je vais prendre une petite dose de mémoire, j'ai pris 200 microgrammes. Et je me suis dit, je vais aller au bord du lac, il faisait beau, il y avait du soleil. Simplement, j'avais envie de me reconnecter un peu à la nature, me reconnecter un peu à la beauté du monde et vivre une expérience positive en fait. Mais il s'est avéré qu'en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et ce trip-là, je pense, c'est un des trips les plus importants que j'ai eu dans ma vie. C'est vraiment celui où je me suis rendu compte à quel point les choses allaient mal dans ma vie et à quel point j'avais besoin d'agir pour les changer. Pour donner une direction différente à ma vie. Et donc, j'ai été au bord du lac, tout seul, de mémoire. Peut-être qu'il y avait mon chien avec moi. Honnêtement, je me rappelle pas. Elle avait dû venir avec Lily. Ouais. Mais du coup, on avait été au bord du lac. Et j'arrive là-bas, je vois le soleil, le lac, le Mont Blanc en arrière-plan, les nuages, vraiment un paysage idyllique. Mais je sens que ça me... En fait, ce que je ressens à ce moment-là, c'est le contraste. À quel point la nature était belle, le soleil était là, il y avait deux, trois promeneurs, la nature était en pleine floraison au moment du printemps. Et je me suis rendu compte en fait que moi, c'était vraiment 100% l'opposé en moi. Et plutôt que de vivre une expérience positive où je me suis senti connecté à cette nature, ça a plutôt eu l'effet inverse où je me suis senti complètement déconnecté de cette beauté, complètement déconnecté de la lumière, du soleil. Et, et juste dans un état de noirceur en fait qui était imperméable à cette beauté et à cette vie qui florissait avec le printemps. Alors assez rapidement au début j'avais mis des musiques positives, je me rappelle pas lesquelles. Mais assez rapidement, j'ai commencé à écouter un artiste qui a beaucoup résonné avec moi pendant longtemps, du moins une partie de son œuvre, qui est Saez. Et j'ai toujours beaucoup résonné avec ces morceaux très mélancoliques, piano, monotone, et un peu cette souffrance. Il y a un morceau en particulier qui a défini ma vie pendant une période, qui est Que tout est noir, qui est un morceau amoureux, dans le sens où lui, il parle de son désespoir, de son incapacité à vivre à travers l'absence d'une femme qu'il a aimée. Moi, à l'époque, j'avais jamais été en couple, j'avais jamais été amoureux, du coup, c'était même pas tellement le côté amoureux qui me parlait, mais juste ce côté tout est noir, tout est désespoir, je suis incapable de rire, je suis incapable
d'aimer, enfin. Vous pouvez aller l'écouter si vous êtes curieux. C'est vraiment un morceau qui a représenté une grande partie de ma vie. Et j'ai mis ce morceau, du coup, pour... simplement, c'était celui qui résonnait le plus avec mon sentiment à ce moment-là. Je me suis assis dans l'herbe. Et en l'écoutant, en fait, à un moment, il dit... je me rappelle pas précisément, mais... Il parle du fait d'avoir froid. Et là, je commençais à grelotter au bord du lac. J'étais glacé alors que j'étais en plein soleil. Enfin, vraiment, il y avait cette noirceur, cette froideur qui ressortait en moi. Et j'ai commencé à regarder les nuages. Regarder les nuages, c'est vraiment une de mes choses préférées sous LSD. En général, c'est magnifique et il y a tellement de mouvements, vraiment, j'adore ça. C'est une fois que vous prenez du LSD, allez regarder des nuages. C'est vraiment sublime. Mais là, en l'occurrence, c'était un peu moins sublime parce que ce qui m'est apparu dans les nuages, c'était un squelette. Et en fait, j'ai compris intuitivement que ça me représentait moi mort, que ça représentait mon cadavre, et qu'en fait, c'était une représentation de où j'allais si je ne changeais rien dans ma vie. À ce moment-là, j'ai vraiment compris, si tu fais rien, tu vas te tuer dans l'année. C'est vraiment le chemin que tu es en train de prendre. Et j'ai eu aucun doute en fait sur le fait que j'allais me tuer dans l'année si je ne changeais rien à ma vie. Et le fait de voir ce squelette comme ça dans le ciel alors qu'il faisait beau, les gens étaient heureux, il y avait du soleil, ça a vraiment appuyé ce côté. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et du coup, je me suis retrouvé à pleurer en grelottant au bord du lac en écoutant sa aise. Qui n'était pas une expérience particulièrement agréable. Après, de nouveau, j'étais déjà tellement habitué à la noirceur à cette époque que je l'ai pas vécu comme quelque chose de traumatisant. Mais c'était quand même pas agréable. C'était une expérience assez difficile. À la sortie de ce trip, je me suis dit là vraiment, ton inconscient, il t'a montré clairement où tu vas. Il t'a dit, si tu changes pas la direction de ta vie, t'es mort dans l'année plus ou moins. J'avais vraiment aucun doute là-dessus. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, j'ai envie de me donner une dernière chance. Je pars vivre à l'étranger pendant une année. J'essaie de quitter mon cadre de vie. J'essaie de changer radicalement le cadre dans lequel je n'arrive pas à fonctionner pour voir si possiblement ailleurs peut-être j'arriverai à évoluer différemment. Au final, j'ai décidé de partir en Allemagne, à Regensburg, qui est une ville environ à 1 heure de Munich. Et j'avais choisi l'Allemagne parce qu'à l'époque, mes 3 auteurs préférés étaient Nietzsche, Rainer Maria Rilke et Stirner. Et je m'étais dit que j'avais envie d'apprendre l'allemand pour pouvoir les lire en allemand. Ce que j'ai un peu pu faire, mais c'est vrai que Rilke, j'ai assez pu le lire quand même. Mais Nietzsche en allemand, j'ai jamais vraiment atteint le niveau nécessaire pour pouvoir le lire facilement en allemand. Mais en tout cas, je m'étais dit, je pars en Allemagne pour apprendre l'allemand, pour apprendre une langue qui me permettra de lire des auteurs que j'aime, sans traduction. Et donc, je suis parti en Allemagne, je pense 6 mois après ce trip. Et en partant, je me suis dit, bon, je me donne une année. Si à la fin de l'année, ma situation n'est pas meilleure, n'a pas changé, je me tue. Mais au moins, j'essaye pendant une année de fonctionner différemment, de me donner une chance. Et je pense que sans ce trip qui m'aurait vraiment confronté à cette mort imminente, j'aurais pas eu la force ou le courage de me dire je pars, je change. Je serais resté enfermé en moi-même, chez moi pour une année et je me serais sûrement tué à la fin. Du moins, c'est vraiment le ressenti que j'ai. Et donc, c'est vraiment un trip qui a eu beaucoup d'importance pour moi parce qu'au final, d'une certaine manière, je dirais qu'il m'a sauvé la vie. Après, l'Allemagne, ça n'a pas été facile. Hein. Je m'étais inscrit dans une école pour étrangers, enfin, pour les gens qui ne parlent pas allemand. Où on avait les cours le matin tous les jours. On avait les après-midi libres. Et c'était des gens un peu du monde entier, d'Amérique du Sud, d'Espagne. Il y avait beaucoup d'Espagnols à l'époque qui venaient en Allemagne pour travailler. Bah moi, ça faisait 4 ans que j'étais plus à l'école parce que j'avais arrêté l'école à 15 ans. Parce que déjà à l'époque, depuis mes 15 ans, j'avais plus ou moins l'idée que je me tuerais avant mes 20 ans, ou à mes 20 ans.
Du coup, j'avais vu aucune raison de travailler à l'école, de faire mes devoirs, d'apprendre quoi que ce soit. Et donc, j'ai raté ma scolarité de manière assez fulgurante. et, et le fait de plus être à l'école à partir de 15 ans, je pense, ça a aussi beaucoup joué à m'isoler. Parce que j'avais pas d'interaction avec d'autres personnes de mon âge. J'ai un peu travaillé des petits boulots à gauche à droite, mais du coup j'étais tout le temps avec des adultes. Il n'y avait pas vraiment de lien qui se créait. Et je pense que le fait d'avoir quitté l'école aussi jeune, ça a encore participé à plus m'enfoncer dans mon isolement. Et là, le fait d'être dans une école avec des gens plus ou moins de mon âge, qui étaient là pour la même raison que moi, ça m'a remis un peu dans un groupe social. Ça m'a permis de plus être complètement seul. Après, j'ai mis 6 mois à me faire un ami. Les 6 premiers mois, j'étais tout seul, je voyais personne. J'allais boire des verres tout seul et c'était plus ou moins ma vie. Mais bon, au bout d'un moment, quand même, j'ai réussi à me faire un ami. Et après, lui, il était un peu plus social, du coup, ça m'a un peu permis de rentrer dans un groupe. Après, c'était. On était amis, c'est surtout, on buvait de l'alcool ensemble. Hein. C'était pas non plus fulgurant comme amitié, mais ça m'avait permis de recréer un semblant de lien avec l'humanité, je dirais. Et surtout, après, au bout de 9 mois, j'ai quand même rencontré une femme avec qui je me suis mis en couple. La première femme avec qui je me suis mis en couple, d'ailleurs. Et bah ça a quand même eu un gros impact dans ma vie. Et ça m'a convaincu quand même, juste en fait, que c'était possible de rencontrer des gens que j'appréciais, des gens, des hommes, des femmes qui aussi pouvaient m'aimer. Et en fait, ça m'a donné l'espoir que je ne serais pas forcément seul toute ma vie, qui était la croyance que j'avais à l'époque. Et donc je me suis dit, bon, même s'il y a des souffrances, même si je continue à me scarifier, même si à l'époque vraiment je buvais beaucoup, je pense pendant cette période en Allemagne, au moment où je buvais le plus, je buvais environ 2 bouteilles de rouge par jour, sans compter un peu de l'alcool fort par-dessus des fois. C'était vraiment... la dissolution était présente là. J'étais incapable de fonctionner sans me dissoudre dans l'alcool parce que sinon j'étais beaucoup trop pris dans ma souffrance. Après, ça m'a pas empêché d'apprendre l'allemand. Apparemment, je suis assez fonctionnel quand je suis alcoolique. Mais bon, au final, j'ai complètement arrêté de boire et je pense que c'est une des choses qui m'a vraiment fait beaucoup de bien. Mais à cette époque, qui remonte il y a une quinzaine d'années, il y a une période où vraiment je buvais beaucoup, beaucoup trop. Et où je voulais en venir? Ah oui. Donc, malgré toute cette difficulté, l'alcoolisme, le fait que je me scarifiais et tout, j'ai quand même réussi à toucher un peu des connexions humaines et je me suis dit, même s'il y a de la souffrance, ça vaut la peine d'essayer. Ne te tue pas, continue à essayer d'évoluer. Et c'est ce que j'ai fait depuis. Et même si j'ai pas encore réglé toutes mes difficultés, comme vous pouvez le voir dans d'autres vidéos, je pense que j'ai beaucoup évolué depuis cette période. Et que c'est en partie dû à ce trip qui m'a mis face au fait que j'allais droit dans le mur, droit vers le suicide. Et qui m'a montré qu'il fallait amener du changement dans ma vie. À l'époque, j'avais aussi écrit un poème sur ce trip. Du coup, je vais vous le lire et vous le commenter de nouveau. Bleu immaculé, si ce n'est de 3 fois rien, un ossuaire. Les montagnes, le lac, mon pays m'enrobe, l'herbe sous mon dos, le soleil, cet azur. Mais le ciel se blanchit de morsures et d'ossements, ravageant les nuages. Une silhouette y parjure la vie, sous les dentelles d'un squelette, et ce froid qui m'encercle, alcôve hivernale, où me cajolent mes peurs, en pleurs, isolé sous l'azur, entre 2 promeneurs, sous ce ciel séurant qu'il m'invite à y plonger, rongé par l'humain, je m'observe fléchir. Ossuaire immaculé, si ce n'est de 3 fois rien, une nouvelle tentative. Et là,
Comme vous pouvez voir au début, je décris vraiment ce cadre, ce bleu immaculé qui était ce ciel bleu avec quelques nuages. Et cet ossuaire qui apparaît, qui pour moi était vraiment ce squelette, cette mort incarnée qui m'est apparue, avec le cadre des montagnes, du lac. Mon pays qui m'enrobe. J'ai toujours aimé la Suisse, c'est un pays où je me suis toujours senti bien. Mais même dans ce cadre suisse, de lac, de montagne, de nature, l'herbe, le soleil, il y a quand même cette mort qui est apparue pour moi. De morsure et d'ossement, c'est que la première chose que j'ai vue, c'était un crâne avec, avec les dents comme ça, et je voyais une sorte quelque chose d'agressif qui voulait me mordre, me manger, qui ravageait les nuages d'une certaine manière, avec cette silhouette qui parjurait la vie qui était moi, au final. Et ce froid que j'avais ressenti aussi lié à... Je pense à ce manque de vie en fait en moi. Et ces peurs qui me cajolaient, qui tournaient autour de moi. Et j'avais été marqué aussi à l'époque entre deux promeneurs, c'est qu'il y avait des gens qui se promenaient autour de moi dans le parc qui avaient l'air heureux. Et ça avait encore plus appuyé le contraste que voilà, des gens se promènent, apprécient l'endroit et moi je suis là en train de voir ma mort en face. Ça m'avait marqué. Le ciel qui m'invite à y plonger, pour moi c'était cet appel à la mort. Rongé par l'humain, c'était ce côté. Rongé par l'humain, je m'observe fléchir. J'arrivais pas à vivre mon humanité. Et je me rendais compte que vraiment ma force disparaissait, mon envie de vivre disparaissait. Et que je me voyais peu à peu mourir. Ossuaire immaculé, si ce n'est 3 fois rien, une nouvelle tentative. Et j'avais fini le poème là-dessus, une nouvelle tentative, parce que j'aimais bien le double entendeur que ça pouvait être pour moi, qui était à la fois une nouvelle tentative de suicide et à la fois une nouvelle tentative de vivre à travers cette envie de partir, de me donner une dernière chance. Et voilà, je sais pas si ça a été intéressant pour vous que j'évoque mes expériences de ma première année de LSD de cette manière. En tout cas, moi je sais que c'est des événements qui m'ont beaucoup marqué et qui ont beaucoup joué sur ce que je suis devenu, que ce soit à travers le trip de 900 microgrammes où vraiment j'ai explosé ma conception et ma confiance dans ma perception du monde à travers les sens, ce qui pour moi m'a appris petit à petit en fait à les remettre en doute, à remettre en doute cette noirceur perpétuelle que je vivais et à me rendre compte que c'était une projection qui venait de moi et non pas de l'extérieur. Après ce deuxième trip avec 200 microgrammes où là j'ai vraiment été confronté en fait au chemin que prenait ma vie qui allait vers la mort et une forme de reprise de pouvoir en fait, de me dire que c'est le chemin, c'est l'inertie que j'ai en ce moment, mais je vais me donner une chance d'incarner le changement, d'essayer de l'incarner et de voir où ça me mène, en tout cas pendant une année. Au final, ça m'a mené vers quelque chose de positif. Et voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ces événements, si vous seriez curieux d'en savoir plus, enfin n'hésitez pas à commenter, à interagir avec moi. Et si vous voulez liker la vidéo, ça va être grand plaisir, moi ça m'aide beaucoup avec l'algorithme. J'en profite aussi pour vous parler un petit peu de mon Patreon. J'ai lancé un Patreon dernièrement et il est lié à un groupe Telegram. Pour 3€ par mois, vous pouvez faire partie du groupe Telegram. Actuellement, on est 4. Et on y a souvent des discussions assez intéressantes sur plusieurs sujets, philo, spiritualité, psychédélique. Alors, si vous avez envie de faire partie d'une communauté grandissante où on aborde ces sujets régulièrement, on aborde
les choses qui nous travaillent, qu'on a envie de faire évoluer, la manière dont on pourrait le faire. N'hésitez pas à nous rejoindre. Ça me ferait vraiment plaisir que la communauté continue à grandir. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir écouté. Bye bye.